souhaitant bon retour sur la terre de ses ancêtres à Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre RD congolais et puis le pionnier, je dirais même le père de l'indépendance de notre pays. Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'heure du Congo. Nous retenons tous que Patrice Emery Lumumba regagne la RDC. Triste. Triste parce que ce pays pour lequel il a trouvé la mort n'a pas encore résolu ses problèmes les plus délicats. Le problème notamment de l'insécurité, le problème de la faim, le problème de la bonne gouvernance, le problème de l'unité dans la diversité, etc. etc. Donc j'invite les Congolaises et les Congolais à honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba ainsi que celle de tous les autres héros et martyrs, soit de tous les pères et pionniers de l'indépendance de notre pays, notamment en fournissant des efforts pour que la paix règne, surtout dans la partie est de la RDC, pour que l'amour et le patriotisme règnent dans notre pays et pour que le développement cesse d'être un événement appartenant à un futur qu'on ne rattrapera jamais. Et je pense que ces différents points qui préoccupent le pays feront aussi l'objet de notre échange sur ce plateau de l'heure du Congo avec notre invité qui s'appelle Guylain Naluango. Je pense bien, vous le connaissez déjà, c'est la deuxième fois qu'il passe sur le plateau de l'heure du Congo. Guylain Naluango, il est cadre à l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Guylain Naluango est notamment président fédéral de l'UNC section Barumbu. Avec lui, nous allons parler sécurité dans l'Est. Nous allons parler aussi du soutien dû au FRDC. Et nous allons parler également de son parti qui est l'UNC. Et toutes les inspirations qui vont arriver au cours de cette émission feront également l'objet des questions que nous allons lui poser. Puisqu'il est là, bonjour et bienvenue à vous, Guylain Naluango. Bonjour, monsieur le journaliste Benz Bonakawa. Je suis ravi encore une fois de plus de me recevoir sur votre plateau pour échanger, ce qui est souvent beaucoup plus aux attentes de la population congolaise. Voilà, j'ai reçu votre appel avant-hier. Vous aviez une voix presque perdue. Je pense que c'était le regret et la douleur par rapport à la situation qui passe dans l'Est du pays. Je n'ai pas hésité de vous inviter directement sur mon plateau. D'abord parce que vous êtes vous-même ressortissant de l'Est, de la RDC, et je voudrais avec vous échanger au sujet de tout ce qui se passe dans cette partie de notre pays. Aujourd'hui, Guylain Naluango, même le gouvernement congolais a reconnu et déclaré que le Rwanda est impliqué dans l'affaire de l'insécurité dans l'Est du pays et que c'est le Rwanda qui constitue la main noire pour les mouvements insurrectionnels qui troublent la paix sur notre territoire, notamment dans sa partie Est. Pour vous qui êtes ressortissant de l'Est, vous pensez qu'effectivement, il s'agit du Rwanda? Tout à fait, ces problèmes ne persistent pas d'aujourd'hui. Vous savez une chose, que le Rwanda a été toujours le sujet de l'insécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. C'est bien connu par tout le monde, même la communauté internationale, parce que nous savons, aujourd'hui, nous avions été victimes de notre hospitalité. Parce que je ne sais pas qui peut me contester, à savoir si le Congo, c'est le pays le plus hospitalier au monde. Le fait que nous avons accueilli nos frères, nos voisins, dans notre pays, ils ont entré dans notre pays munis de leurs armes et ils commencent à se servir de ces armes pour maltraiter les peuples congolais, pour causer des crimes, des tueries. Et ça, c'est insupportable pour les autorités de notre pays et ce qui est pour dire le gouvernement en place. Donc ça vraiment, nous devons marteler sur ça et chercher des voies et moyens pour mettre fin une fois pour toutes
à cette situation de l'insécurité, et surtout dans la partie Est. Mais d'aucuns penseraient que le Rwanda serait tout à fait innocent dans cette affaire et que c'est plutôt la communauté internationale qui passe par le Rwanda pour alimenter les mouvements rebelles qui dérangent dans la partie Est. Vous êtes à Kinshasa, certes, mais il est vrai que vous avez des membres des familles qui sont sur place, là où les tueries se mènent. Quel est les discours que eux tiennent directement vis-à-vis du Rwanda? Ils reconnaissent le Rwanda comme acteur principal ou comme pont par lequel les vrais acteurs passent? Moi, personnellement, je peux dire, peut-être c'est tous les deux, les Rwandais. Les Rwandais financent bel et bien tous ces poches de rébellion qui font des crimes à l'Est. D'ailleurs, vraiment, c'est plus qu'un génocide qui s'est passé au Rwanda. Chaque jour, chaque année, des milliers de Congolais meurent à l'Est. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a les Rwandais qui est derrière cette histoire. Récemment, on a eu même à capturer des hommes en tenue militaire avec des indices pour, du pays du Rwanda. Donc, cela approuve sur le plan international et à la face du monde que les Rwandais est derrière ce mouvement de rébellion, le M23, les CNDP. Donc, tous ceux qui commettent des tueries au niveau de l'Est, c'est les Rwandais qui les financent armement, financièrement et même sur tous les plans logistiques. Donc les Rwandais est derrière ça, je le dis à haute voix. Alors Guilain, comment la cohabitation est-elle entretenue actuellement dans la partie Est qui a des frontières presque ouvertes pour atteindre le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, etc. Les communautés entre elles, comment elles vivent maintenant pendant cette période de crise? Vraiment, nous passons à une période vraiment cruciale, à tel point que si les gouvernements congolais et la République rwandaise ne se mettent pas d'accord, ou soit sur certains points, nous risquons de vivre un désastre humain ici, parce qu'il y aura des chasses à l'homme, parce qu'il y a les tensions qui sont levées. Mais nous avons appris qu'il y a des Rwandais qui mènent leurs activités commerciales sur le sol congolais. Ils viennent tous les jours, ils retournent le soir. Tout comme il y a des Congolais qui vont étudier au Rwanda, qui reviennent le soir. Donc apparemment, les peuples entre eux n'ont pas de problème. Ils ne se regardent pas en position d'assassin. Vous savez une chose, ça a toujours été comme ça. Moi, j'étais au Rwanda, pour votre information. Quand il y a eu tout d'abord l'éruption volcanique à Goma, moi j'étais à Goma, j'ai pris fuite au niveau de Gisenyi, j'ai eu à faire 3 jours à Gisenyi et par après, je me suis décidé d'aller à Kigali, la capitale du Rwanda. J'ai fait 3 ans, j'ai étudié là-bas. Alors, à cette époque-là, je crois que les tensions que nous vivons actuellement, ça a dégénéré. Donc ça a pris une autre dimension par rapport au que c'était. Nous savons tous, le Congo a été toujours prêt à mener de démarches pour que cette rébellion, ces tueries prennent fin. Il y a eu, à l'époque du régime de Kabila, il y a eu des opérations mixtes. Rwandais, les militaires congolais et les Rwandais se sont mis ensemble pour mettre fin à cette... Ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, le président de la République, et je salue en passant, il a tendu la main dans toute sincérité, dans tout caractère des pays de bon voisinage, de travailler, collaborer avec le Rwanda d'une manière pacifique, transparente. Mais le Rwanda a toujours voulu tourner, se voir plus malin que la RDC. Maintenant, trop c'est trop. Moi, je crois que l'option qui nécessite, si la voie diplomatique, on a eu le temps à le faire. Maintenant, là, la solution, je crois, c'est l'option militaire. Alors, dans cette option militaire, qui est immédiatement visé? Est-ce les militaires ou les rebelles en tenue du camp de l'ennemi, ou les populations sont aussi visées? Pourquoi? Parce qu'actuellement, nous sommes en train de voir comment, que ce soit du côté du Rwanda, que ce soit du côté de la RDC,
les civils, les populations civiles entre elles sont en train de s'entretuer. Nous avons vu des gens être brûlés, un Congolais être découpé à la machette au niveau du Rwanda. Une telle situation, comment ça passe dans votre esprit? En fait, en tant que chrétien, en tant qu'un être humain, ce sont des histoires que nous ne devons pas accepter ce genre de choses. Vous savez que la population, ce n'est que des innocents. En fait, de toutes les façons, moi je voulais dire par là, il y a des Congolais vivant au Rwanda. Je pense bien que les gouvernements rwandais doivent mettre tout en œuvre pour la bonne sécurité de notre population vivant au Rwanda. C'est vice-versa, pareil que notre gouvernement, il n'y a pas plus longtemps, récemment, on a voulu agresser un Rwandais, j'ai vu notre police sécuriser ces citoyens, cette Rwandais. À moins qu'il y a des Rwandais qui viennent ici dans les cadres d'espionnage, ils se jouent au malin, il se camoufle dans la population civile au moment où il est militaire pour peut-être créer encore de l'insécurité, pour créer des tueries. Là, c'est insupportable. Même la population, et même peuvent s'en charger d'un monsieur pareil. Alors, nous devons éviter que nous puissions tomber dans ce qu'on appelle les chasses à l'homme. Ça ne peut pas vraiment être bénéfique sur le plan de l'avenir et sur le plan des coopérations bilatérales entre les deux pays. Je voulais souligner une chose. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a certaines de nos sœurs qui se sont mariées à des Rwandais. Oui, on voulait en venir là d'ailleurs. Donc j'ai avancé. Oui, vous avez anticipé, c'est une bonne on peut chose. Continuer ou comment? Oui, allez-y, continuez. Et il y a aussi... On voulait savoir maintenant la gestion de relations de ces genres se transformeront en quoi? Parce que quand vous êtes Congolais, la loi n'interdit pas qu'on épouse une étrangère. Évidemment. On peut épouser une Rwandaise. Et vous faites des enfants qui auraient peut-être la morphologie à dominance nilotique. Tout à fait. Et si la guerre des morphologies doit aujourd'hui exister, on se demande que deviendront nos enfants issus peut-être de mères rwandaises. C'est ça que moi je suis en train de voir, cette bombe à retardement, que nous devons mettre tous les bactéries en marche et faire, s'il faut faire même des campagnes pour prévenir à ce que nous puissions atteindre à cette dimension-là, parce que ça sera catastrophique. Vous savez bien, admettons qu'il y a une Rwandaise qui est mariée au Congo. Elle fait des enfants congolais. Alors, si nous rencontrons face à une telle situation, est-ce que le mari sera obligé de prendre sa femme, aller vivre au Rwanda? Et au Rwanda, si les mêmes cas se reproduisent, le mari va quitter pour aller. Vous savez que c'est une chose que nous devons préserver, que nous devons éviter, que nous puissions arriver à ce genre de choses. Parce que ça sera catastrophique. Ça peut nous amener même à un crime que nous ne pouvons pas même être à mesure de mettre fin à ça. Ça va prendre des années et ça ne sera pas même bénéfique à toutes les deux nations. N'est-ce pas que le gouvernement ou certains dirigeants seraient aussi responsables d'une telle confusion, dans la mesure où vous invitez la population à être vigilante, vous dites à la population de dénoncer tout cas suspect, et la vigilance ou le sens de responsabilité de la population va au-delà des limites réfléchies par les dirigeants. Alors la population, par émotion, va peut-être jusqu'à tuer, donner la mort à une vie humaine. Tu ne trouves pas que c'est là, si ça se produit au niveau de la RDC et que des Congolais faisaient vivre aux Rwandais de tels sorts, cela pourrait mal nous taxer sur le plan international? Tout à fait. Je tiens tout d'abord à souligner ici, dans votre plateau, donc cette culture-là, des racismes, de poursuivre même celui qui n'est pas impliqué dans les affaires politiques et qu'il soit peut-être victime de la mort, de l'assassinat. C'est ça, je donne même... Ça doit être normalement un devoir que notre gouvernement et les gouvernements rwandais doivent préserver. Nous évitons, et je crains fort que cette histoire puisse se reproduire ici. Vous savez une chose que... En
en faisant ce qu'on appelle la projection, dans les jours à venir, si ces conflits persistent et prennent une autre dimension, quel sera le sort de nos paisibles Congolais qui vivent au Rwanda tout d'abord? Parce que déjà en termes d'effectifs, toi tu as vécu à Kigali. Oui, j'ai vécu à Kigali. Si on compare l'effectif de Congolais vivant au Rwanda et de Rwandais vivant au Congo, lequel peut dépasser à titre d'estimation? En termes d'estimation, je peux vous dire tout d'abord, la population congolaise vivant tout d'abord à Kinshasa, je prends tout d'abord la capitale, vivant à Kinshasa, la densité est plus élevée que la population tout entière du Rwanda. Deuxièmement, moi quand j'étais à Kigali, j'ai fait 3 ans au Rwanda, il y a tout un quartier, ça je le dis bien parce que moi j'étais là. J'ai vécu, ce n'est pas une chose qu'on m'a racontée. Il y a tout un quartier qu'on appelle Karkan Zahir. Il n'y a que des Congolais. Je te dis bien qu'il n'y a que des Congolais. Ils sont très très nombreux. Ils se sont multipliés là-bas. Ils se sont installés là-bas. Ils ont trouvé leur vie là-bas. Est-ce qu'ils vivent en sécurité? Parce que ici en RDC, il suffit de dire que tel est Rwandais. Directement, les esprits s'échauffent. Est-ce que les Congolais qui vivent à Kigali, par exemple, ils sont aussi toujours mal indexés, ils sont mal à l'aise, ils sont estomaqués hein, de se retrouver sur ces terrains-là, ou de l'autre côté, on leur a offert vraiment un environnement paisible, calme, où ils vaquent librement à leurs occupations? Je ne voulais pas me faire un porte-parole des Rwandais ici, mais c'est que, à ma connaissance, c'est que moi j'ai vécu. Je voulais tout d'abord, avant de rentrer là-bas, tergiverser un peu par rapport au message que j'ai vu le secrétaire général, M. Augustin Kabouya, a lancé un message très clair, très pacifique, que nous ne pouvons pas se mêler dans des choses, dans des crimes là. Donc je peux dire qu'il a prévenu les états-majors que on doit arrêter les histoires des machettes, tout ça, ce n'est pas bon. Nous avons un gouvernement responsable qui va s'en charger de tout ça. Donc c'est un message que les autres états-majors de nos partis politiques ici à Kinshasa doivent suivre. C'est un bon exemple. Moi, pendant mon passage au Rwanda, je n'ai pas vu là où on avait maltraité les Congolais. Peut-être, pour être sincère, quand j'avais quitté Goma pour Gisenyi avant d'aller à Kigali, le genre de comportement que j'ai un peu déploré, c'était par rapport aux produits de première nécessité. Là, au Rwanda, ça, je te dis, ce que j'ai vécu, en fait, si tu es Congolais, tu veux acheter, soit tu veux t'en procurer d'une chose au Rwanda, on va te taxer un prix différemment par rapport au prix réel. Alors, ça, c'est déjà un mauvais comportement que j'avais vu au niveau de Gisenyi. Gisenyi, c'est la province. Et c'est là où il y a la frontière entre Goma et Rwanda. Donc, c'est Gisenyi. Alors, on a eu adopté une méthode, on s'est familiarisé, créé des camarades. Si tu veux acheter quelque chose, tu donnes à un ami rwandais, lui, il t'achète à un prix fixe, un prix normal, un prix réel. Mais si toi, tu es Congolais, tout seul, tu pars acheter, on doit rehausser les prix. Et par après, quand moi je suis parti à Kigali, à l'époque, moi j'étais, je crois, en 2e année primaire. Et puis, j'ai vu une vie meilleure, j'étais à l'aise, j'étais vraiment en sécurité. Donc, en quelque sorte, doit-on dire que les conflits qui donnent la mort aux Congolais, qui entretiennent les conflits et les guerres, surtout dans la partie est de notre pays, parce que c'est le Congo qui est la victime, c'est un conflit purement politique. Tout à fait. Les populations entre elles... Il n'y a pas de souci entre elles. Il n'y a pas vraiment de souci entre la population. Donc, c'est une chose qu'on voulait maintenant intoxiquer. Et si on arrive à le faire, ça prendra une ampleur que nous ne serons pas gérer tout à fait. Guilana Luango, on a cité surtout le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, s'est prononcé pour dire que il y a des tireurs de ficelle de cette situation d'insécurité ici au pays. Et dernièrement, un député national est monté au créneau pour dire que même dans l'Assemblée nationale, il y a non seulement des tireurs de ficelle, mais il y a aussi des Rwandais.
Et pas plus tard qu'hier, nous lisions un rapport sur les réseaux sociaux où on donnait même les effectifs de la présence rwandaise dans certaines formations politiques ici au pays. On a dit dans le PPRD de Joseph Kabila, il y a un certain nombre de Rwandais qui sont là. Et on a déclaré que dans l'UNC de Vital Kamerhe, il y a un certain nombre de Rwandais. De quelle oreille vous recevez une telle information? Et dites-nous si cela est faux et donnez-nous des preuves. Premièrement, je préfère parler de mon parti tout d'abord. Ce que moi je connais au sein de l'INC, nous n'avons pas des honorables rwandais. Ça c'est faux et archi faux. Nous-mêmes de l'INC, mon président, peut-être pour des contre-campagnes, on lui a taxé d'étrangers, tout ça, c'est un débat trop primaire. Je ne peux pas beaucoup plus parler de cela. Mais ce que moi je connais, au sein de l'Union pour la nation congolaise, il n'y a pas de députés rwandais. Et je ne sais pas si notre constitution permet à ce qu'on peut avoir un député, un parlementaire qui a la double nationalité. Ça, je ne sais pas. Si cela est vrai, vraiment, je n'ai pas de preuves. Mais c'est que je suis convaincu, la trahison est si forte au niveau de l'armée. Et c'est là où il y a, c'est là où que je crains beaucoup plus, c'est trop dangereux. Parce qu'on peut confier un militaire la gestion de, ou soit on peut lui confier la gestion de la bataille. Donc, admettons que c'est lui qu'on a donné la responsabilité, les charges de diriger un front. En complicité, soit disant qu'il est complice, quel sera? Il faut toujours espérer à un chaos, à un échec. En tout cas, je pense que la surprise est à venir parce que les mêmes sources promettent dans peu de temps de citer nommément ces différents élus, membres de vos différents partis politiques qui seraient des Rwandais et immédiatement tireurs de ficelle. Moi, je pense que vous avez même suivi le désordre qui a failli s'ériger au sein de l'hémicycle lors d'une plénière lorsque l'on déclarait haut et fort. Alors actuellement, d'aucuns pensent, ce n'est pas pour créer une polémique, mais d'aucuns pensent que les partis politiques dont les leaders sont ressortissants de la partie est de la RDC deviennent de plus en plus à mettre en doute, hein, parce que on pense qu'ils constituent des canaux pour faire parvenir les Rwandais, soit dans le système politique, militaire du pays, mais aussi dans l'administration publique. Nous avons des services de sécurité qui sont mieux placés pour démanteler ce genre de personnalités au sein de l'hémicycle, tout comme dans l'armée. Là, c'est plus simple parce que vous savez, on ne peut pas dire une chose parce qu'on est contre la personne ou soit pour nuire à la personne. Donc, il faut qu'il y ait des preuves palpables qui démontrent à suffisance que tel est rwandais, tel il ne travaille pas au profit du Congo, il travaille au profit du Rwandais, donc il est comme un infiltré. Il y a toute une gestion et des services qui sont mieux placés à nous donner des éclaircissements forts à cette situation. Nous avons suivi Zakari Bababasoué, ancien député national. Il a fait une déclaration sur le sol européen. Certains Kinois aussi se joignent à lui pour dire les ressortissants de l'Est Bolekissi. Actuellement, tout le budget de l'État est en train d'être dépensé pour résoudre le problème de l'Est du pays. Est-ce que vous ne comprenez pas, vous de l'Est, que vous pouvez gérer cette situation entre vous et permettre au pays de fonctionner normalement? Comment vous comprenez et comment vous réagissez face à un tel discours? Bon, en fait, c'est vous qui m'informez de ce discours. Et si tel est le cas, M. Zakari Bababasoué a dit ça, bon, c'est tout à fait normal parce que avant qu'il puisse se lancer dans la carrière politique, moi, je lui connais d'une manière un chroniqueur musical. Et puis, en fait, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Parfois, il parle beaucoup pour rien dire. Vous savez, il y a un gouvernement en place. Il y a un gouvernement en place
Nous avons un président de la République. Il y a des conseils de ministres qui se tiennent hebdomadaires comme il faut. Ce n'est pas aux gens de l'Est qui doivent maintenant prendre la place du gouvernement. Ça, déjà, c'est vraiment un discours qui n'a pas de sens. S'il a dit ça, que les gens de l'Est qui sont les problèmes de l'Est. Mais quel est le rôle du gouvernement? Quel est le rôle des institutions de la République? Guylaine Olongo, parlons état de siège. Nous avons reçu plusieurs déclarations de la part de nos confrères de l'Est de la République qui nous disent que selon les enquêtes, selon les analyses faites avant l'état de siège, est beaucoup mieux que pendant l'état de siège, car sous l'état de siège, on enregistre quand même plusieurs abus dans la partie Est, ce qui n'a pas été le cas avant. Alors, est-ce ce même rapport que vous avez de la part de vos militants, même des membres de vos familles qui vivent dans cette partie de la République? Bon, vous savez, messieurs les journalistes, je vous respecte beaucoup et je respecte les institutions de la République. L'état de siège est constitutionnel. En fait, l'état de siège, pour passer à ce stade-là, je crois, il devait tout avoir un bureau d'études. Un bureau d'études qui doivent tabler sur ça avant son applicabilité. Je ne sais pas si cette étape a échappé au ministre de l'Intérieur parce que c'est lui l'élément moteur, je pense, face à cette histoire. Et c'est lui qui peut-être qui peut avoir la gestion de cette histoire. Et les rapports doivent nécessairement être à jour au ministère de l'Intérieur, à la présidence de la République, comment les choses évoluent, comment les choses avancent. En fait, de mon humble avis, en faisant quelques analyses, je pense qu'il y a quelque part là où cet état de siège nécessite des béquilles pour se maintenir. Parce que, juste pour dire que tout n'est pas bon face à ce que nos gouverneurs militaires font là-bas. Ils n'ont pas totalement réussi à leur tâche. Donc la mission n'est pas accomplie. On va avoir toute une émission où vous, INC, vous allez faire des propositions et au gouvernement et au chef de l'État ainsi que à ce nouveau gouverneur militaire que l'on a nommé dans le cadre purement de l'état de siège. Restons sur ce dossier de l'insécurité dans l'Est. Il y a quand même des propos qui commencent à inquiéter et qui, pour le Congolais lambda, l'on croirait que, en quelque sorte, le gouvernement est en train d'intensifier la colère des Congolais. Vous qui êtes intellectuel, politique, et surtout que vous êtes dans l'Union sacrée, nous vous recevons aussi pour justifier certains faits, certains actes et certains propos provenant des dirigeants nationaux. Nous prenons le propos du ministre de la Communication et Médias qui disait, je cite M. Patrick Mouyaya, qui a déclaré, ça défile sur les réseaux sociaux, que le Kinyarwanda est une des langues congolaises. Et il cite un territoire dans la partie Est pour dire c'est dans ce territoire-là que le Kinyarwanda se parlerait. Cette question est posée parce que un Kinois a dit, si nous rencontrons un Rwandais, l'un des éléments qui nous permettent de découvrir qu'il n'est pas le nôtre, c'est sa façon de parler. Maintenant qu'on vient de justifier le Kinyarwanda comme étant l'une des langues congolaises, on risque de vivre dans la confusion. Vous êtes de l'Est, comment vous appréhendez ces discours du ministre? C'est maintenant que moi je viens d'apprendre, nous avons tous passé au banc de l'école. Moi je savais que... Le ministre a dit effectivement qu'il a appris ça aussi à l'école. Bon, moi je ne sais pas si c'est l'instructeur qui m'a donné cours qui avait échappé à cette histoire. Moi je ne sais pas et je ne suis pas là pour condamner les propos du ministre. Moi je sais que le Kinyarwanda c'est la langue des Rwandais. Je sais qu'il y a dans la partie... il y a certains coins dans la République démocratique du Congo, il y a les peuples rwandophones, tout à fait normal, ils parlent le Kinyarwanda. Parce que
l'histoire retiendra. Vous savez que les Rwandais, ce n'est pas aujourd'hui que les Rwandais ont occupé nos sols d'une manière, je peux dire, légale, parce qu'il y a une colline au niveau des Baraka Fizi, qu'on appelle Moulengue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de là. Ce sont des peuples rwandophones, la morphologie rwandaise, qui vivent au Congo, et la langue, leur dialecte, leur langue, ils parlent le Kinyarwanda. Pour ça, je ne sais pas comment je peux juger, mais dans mon humble avis, c'est maintenant que moi je viens d'apprendre que le Kinyarwanda, c'est la langue congolaise. Alors, ça reste à vérifier. Vous pensez que les rwandophones congolais seraient eux aussi immédiatement impliqués dans le conflit qui se passe entre la RDC et le Rwanda? De près ou de loin, là, je peux dire que moi, je crois qu'on doit impliquer les gens qui se font impliquer dans les affaires de la sécurité pour la RDC. Mais si ce sont des simples citoyens, des étudiants, des pasteurs, des éleveurs, qui ne s'ingèrent pas même de la politique, qui s'occupent de leurs affaires, à quoi bon de les pourchasser? Le chef de l'État a déclaré lors d'une de ses sorties médiatiques, à l'étranger même, que les Banyamulenge seraient nos frères, les Congolais comme nous. Vous avez cité la montagne Mulenge. Oui. Effectivement, c'est là qu'on retrouve les Banyamulenge. Mais cette information a étonné plus d'un Congolais, ça a même prêté à polémique. D'aucuns pensent même que le chef de l'État se serait trompé. Or, déjà depuis des lustres, des ethnies congolaises, on ne citait pas encore les Banyamulenge. Aujourd'hui, ça fait d'être chose effective parce que le numéro 1 des Congolais l'a dit. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent la relation qu'il y a entre les peuples Nyamulenge et les autres Congolais pour éclairer les propos du chef de l'État? En fait, le numéro 1 du pays l'a déjà dit. Qu'est-ce que moi je dois encore ajouter là-bas? Mais tout ce que moi je connais, les Banyamulenge, ce sont les originaires du Rwanda, mais qui ne savent pas le Rwanda. Ils sont nés et grandis, ils vivent à Mulenge. C'est tout ce que moi je connais et je me limite par là. Est-ce qu'ils vous gênent dans la partie Est? Ils ne nous gênent pas et puis la majorité, ils vivent presque eux-mêmes. Parce qu'ils sont tout d'abord dans la colline. La majorité de la population qui vit là, ce sont des peuples éleveurs. Ils capitalisent leurs richesses dans les bétails, les vaches. Donc, tout ce que moi je connais, il y a peu déjà, je peux dire même moins d'1% que les Congolais d'origine qui vivent avec eux. Ils sont vraiment trop minimes, donc c'est à minimiser. Est-ce que vous les aimez? Ce sont des êtres humains. Nous avons suivi, malheureusement, nous n'allons pas balancer la vidéo, mais nous la préparons pour les autres émissions. Moïse Nyarugabo, qui a fait une déclaration musclée en disant: mais pourquoi, quand il s'agit du conflit entre le Rwanda et la RDC, les Nyamulenge sont toujours cités, alors que de toutes les guerres qui se sont menées dans la partie est du Congo, l'on a retrouvé les peuples ressortissants de bien d'autres communautés locales. Il cite Jean-Pierre Bemba qui vient de la partie ouest du pays, qui a été chef d'une milice. Mais comment on ne l'indexe pas? Même au sein du RCD, lui et Roubaix ne seraient même pas, n'occupaient même pas la hiérarchie. Il y avait des Tambe Mwamba, il y avait des Lunda Bouloulou, il y avait bien des gens qu'il a cités, ressortissants de presque partout. Il y avait les Thomas Loaka qui venaient du côté du Sankourou et consorts. Mais qu'est-ce qui fait qu'actuellement, en RDC, quand il y a conflit entre le Rwanda et les Congos, immédiatement, les Congolos, le Rwandais, ou soit les rwandophones congolais, sont directement taxés, surtout par les Congolais lambda. Parce que je vis les efforts du gouvernement qui jusque-là veut à tout prix que nous vivons paisiblement, mais la population n'a pas la même compréhension de fait que la volonté du gouvernement. Qu'est-ce que vous dites là-dessus?
Ça doit tout d'abord interpeller les gouvernements qu'ils ont une grosse affaire. Quand la population commence à avoir une certaine genre de la colère trop exagérée, donc quelque part, ça voulait tout simplement dire que la population commence à perdre de l'espoir. Donc les gouvernements doivent faire tout un effort de trouver la solution d'urgence. Donc le problème de l'Est, c'est la paix. Les gens veulent tout simplement la paix, qui est la paix là-bas. Aujourd'hui, c'est pratiquement des vingtaines d'années. Les gens meurent chaque jour. Chaque jour, il y a des tueries. Si on essaie un peu d'évaluer, il n'y a pas un crime au monde comparable à nos frères et sœurs qui meurent à l'Est. Au nom de la paix, le président Félix Tshisekedi va partout pour négocier la paix dans la partie Est. Sa dernière sortie est celle qu'il a conduite à Nairobi au Kenya, mais d'aucuns pensent que le chef de l'État est allé vendre le pays aux agresseurs parce que selon le rapport qu'on a publié, nulle part le Rwanda, le M23 et consorts seraient cités comme des réels agresseurs. Vous êtes cadre d'un parti politique au sein de l'UNC. Comment vous avez perçu cette démarche du chef de l'État et ce rapport qui circule? En fait, les rapports, comment a été élaboré, tout ce que moi je connais, les terroristes M23, si je peux le dire, je l'ai dit au début de l'émission, ils ont l'appui militaire, l'appui financier du Rwanda. Ça, c'est connu et nous devons les citer à haute voix. C'est le Rwanda qui est derrière cette histoire. En dehors du Rwanda, il y a aussi d'autres puissances qui sont derrière les Rwanda. Donc, c'est comme du genre que nous vivons ici parfois avec les actes des gens qu'on appelle les Koulouna. On peut t'envoyer un petit enfant pour te taquiner. Mais toi, si tu as l'œil de l'aigle, tu dois voir, non, ce n'est pas le Rwanda. Il y a quelqu'un qui est derrière le Rwanda. C'est ce que nous devons connaître. Donc, nous devons aller chercher la paix à la place où il faut aller. Donc ça dit beaucoup. Négocier de manière équitable. Est-ce que les rapports sont équilibrés ou vous pensez comme certains que Bazomone la Félix Tshisekedi? Ceux qui commandent la Toloba commandent la Tshisekedi, c'est qui va monter le Kabila makasi parce que les locaux toujours tout le monde Tshisekedi a soit na courage ya ko riposter. O ya lobi boye meto o to tikala komona te. Mutu muso ba lobi calme kaka. Mais tant que Tshisekedi so ki yo koluka FDLR et pas nanga inga pe na koluka M23 pa na yo. Voilà ça, tout ça, ça peut aussi faire peur aux gens qui financent qui apportent l'appui à ces M23. Donc, parfois, on peut parler et passer maintenant à l'acte. Mais je crois, d'ici là, on doit passer maintenant à l'acte. C'est la phase qui reste. L'étape qui reste à franchir, c'est ça. Une réponse purement politique, on vous le concède, vous êtes politique. C'est avec cette casquette que vous vous présentez ici. Restons toujours sur notre matière de la sécurité. Aujourd'hui, on entend scander de partout soutien au FARDC, soutien au FARDC. Pour vous, l'UNC, quel type de soutien faut-il accorder à ces FARDC? Est-ce seulement les marches comme nous le faisons, les déclarations, ou on doit aller au-delà? Soutien pour FARDC, ezala d'une manière superficielle, et soukana mon côté. Ezala d'une manière soutien à FARDC, ezala tout d'abord. Soda a kende front, azala na munition, azala na mundu kia solo. Eza parmi ba soutien. Soda a kende front, azala na motivation. Soda a kende front moral, ezala ya bien. Soda a kende front à se sentir vraiment que non. Pour na la banda kolanda propos na il y a eu des audiences au président Nanga Salaka. Au comment tango FARDC à l'époque, je dis pas ce régime ici. Tant FARDC a zo en plaire a zo avancer au comment na mutumo ka bino botelé manana. O alubaka bango batele manana autaka Rwanda terre. Tango FARDC a zo pourchasser totelé manana. C'est pourquoi nous devons comprendre que
bitumba oyo trahison eza makasi. Trahison wana eza soutien te. Donc il faut qu'on dénonce, il faut qu'on paie sa sera morale et amalamu, qu'on dote munitions et puis qu'on tinda ba soda oyo esengeli ba kende na front. Un membre de l'ECD, jeté son nom, sachant que vous alliez passer à Tunakingaï, Tunela Bisso invité na Bisso. Tant que vous recevez la mamba soutien au FRDC, n'est-ce pas que la maison préfabriquée, les gens la paix soutien monene. Mais maintenant, tu as dit que Bango dans leader na Bango, ils ont tout compliqué côté Wana. Au moins, il que Bango bazo contribuer na manque ya moral ya malamu pour na FRDC. Papa, na habité li Kambongo, chaque fois que na l'équipe bozongi sakanga kaka na makambwana. Les gens doivent comprendre, ba maison préfabriquée, misala etelemakaté, nazozongi la ngope na limite ke na kozongi la biso question yo. Misala etelemakaté. Balo ya ba conteneur ezalaki kuna na Dar es Salaam. Oyo eza na kanko kolo ya kotongama itongamaki. Je crois que cette histoire il fallait ele 14 ans na étape mususu oyo tokoki lisusu kotia mbeli na potate. Tozela to espérer na kitema ya président wana eza déjà page tournée. Non mais parce que ba soda ba kolela la peine na kombo na bino. Ba kolela soda ba kolela kombo na biso lobaki aza mal informé. Congolais nyoso ya solo ayeba li solo wana ayebi historique ya makambo wana. Guylaine Luango. Ma question moka matumboli boni Vital Kamerhe. Vital Kamerhe aza très bien, aza pepele moral, aza calme. Il attend de devenir premier ministre comme ça scande déjà. Soki mokonzi ya mboka asali choix wana nandimite ke akoki koboya parce que d'ailleurs omoni pe poizo mana est na lobi yango te po aza président na ngai. Aza acteur moko oyo akoki apporter ba résolution pour la makambo. Mais il faut considérer. Il est membre de l'Union Sacrée. Bien sûr. L'Union Sacrée, je pense que bon, bino pe to ka bozaka na siège. Charte Union Sacrée, ça comment va fonctionnement na kozala ndenge. Mais à travers les ministres de l'INC qui sont au gouvernement, il peut faire passer le message même dans le conseil de ministres. Non, ministre aza makambo wana esengaka mutu oyo akozala na gestion na